Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Nous parlons aujourd'hui du secteur minier. Les mines constituent l'un des piliers sur lesquels repose l'économie du pays. Bien que le secteur soit dominé par des groupes étrangers, en 2023, les autorités ont adopté un nouveau code minier permettant à l'État de prendre jusqu'à 30% de participation dans les nouveaux projets et d'augmenter les revenus tirés de ce secteur. Selon les autorités, cette réforme du code minier devrait rapporter au minimum 500 milliards de francs CFA au budget annuel de l'État. Qu'en est-il aujourd'hui dans les faits? Ce code préserve-t-il les intérêts du Mali? Quelles sont ses limites? À quoi seraient dus les différends récents entre le Mali et certains opérateurs miniers? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités au nombre de 3. Djibril Diallo, il est spécialiste des questions minières, professeur Diala Konaté aussi, également spécialiste de ces questions. Et Modibo Mahamadou, il est économiste. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais commencer par vous deux, les spécialistes. Aujourd'hui, quand on parle du secteur minier au Mali, ça représente quoi? C'est vrai qu'on a donné quelques chiffres dans l'introduction, mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au secteur minier? Djibril Diallo, je commence par vous. Ok, merci beaucoup pour la question. Je vous salue ainsi que mes co-débatteurs, le professeur Diala et mon grand frère Mao Makalou. Voilà, donc vous dites le secteur minier. Bon, sur le plan économique, je vais laisser le champ libre à Mao qui connaît pas mal de chiffres sur ce sujet. Mais on sait quand même que de nos jours, le secteur minier, c'est le secteur qui apporte beaucoup dans l'économie nationale. Si vous prenez en termes de dividendes, en termes d'impôts et taxes, mais je pense que Mao pourra mieux nous édifier par rapport à ça. Mais maintenant, très longtemps, on s'est basé que sur l'or. Comme on l'a dit, la monoproduction de l'or. Maintenant, il faut que l'État aille vers d'autres ressources minérales. Bon, si je dis ressources minérales, il faut que je définisse un tout petit peu. Quand vous dites qu'il faut que l'État aille, ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, il n'y a que l'or qui est vraiment mis en avant dans le secteur minier. Tout à fait. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait presque 30 ans ou 40 ans que l'État n'exploite que les multinationales, parce qu'on va dire l'État, mais en réalité, c'est les multinationales qui exploitent l'or au Mali. Donc, à part l'or, on a vu qu'il y a eu des tentatives pour essayer de diversifier l'exploitation minière, mais malheureusement, ces tentatives n'ont pas marché. Donc maintenant, il y a eu des sociétés qui ont tenté d'exploiter l'uranium, il y a des sociétés qui ont tenté d'exploiter le pétrole, et certains ont tenté d'exploiter le calcaire, ça n'a pas bien marché. Pourquoi? Est-ce que vous en savez quelque chose, les raisons? Bon, c'est la politique minière, parce qu'en réalité, l'État n'a pas une politique minière. Et la politique minière, c'est quoi? C'est des stratégies à mettre en place pour pouvoir développer l'exploration, parce que l'exploitation, un gisement, c'est pas seulement qu'on vient du midi à 14h qu'on exploite. Il faut les moyens, il faut du temps, et c'est des risques aussi à prendre. Maintenant, ces risques-là, c'est les multinationales, des investisseurs qui prennent ce risque. Parce que depuis que l'État s'est retiré de la recherche et l'exploitation avec le programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale en 1990, et il faut savoir que l'État n'est pas acteur dans la recherche ni dans l'exploitation. L'État ne fait que récolter les impôts et les taxes, les dividendes, les royalties et consorts. Mais maintenant, c'est les multinationales qui viennent, qui investissent de l'argent, qui prennent des gros risques. Parce qu'il y a le risque juridique, il y a des risques politiques, il y a des risques économiques. Parce qu'un gisement, c'est une petite définition, c'est une accumulation de substances minérales économiquement exploitables. Si on dit économiquement exploitable, si on enlève le mot économie, ça devient une anomalie chez nous les géologues. Voilà, donc je dirais que vraiment l'État devrait pencher à revoir sa politique minière et pouvoir beaucoup investir dans l'exploration et peut-être même s'intéresser aussi à l'exploitation, mais tout en collaborant avec des multinationales dans un partenariat de gagnant-gagnant
dans la plus grande transparence. Donc je dirais que la politique minière de l'État, vraiment, c'est pas, l'État doit revoir et sinon mettre en place une politique minière afin que le secteur minier puisse être un levier de développement pour l'État malien. D'accord. Diala Konaté, il a dit jusqu'ici, c'est l'or qui est vraiment mis en avant dans le secteur minier, qui pourrait s'expliquer par beaucoup de choses, dont la politique minière qu'il faut revoir ou bien sinon même mettre en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Diallo? Bon, en fait, merci pour nous avoir donné l'opportunité de venir parler d'un secteur pour lequel mon compère, lui et moi, nous avons étudié pour ce secteur, nous vivons de ça, nous préparons les jeunes à vivre de ça parce que nous sommes tous formateurs au niveau universitaire dans les disciplines géologie et mine. Oui, ce que Djibril dit, en fait, depuis un certain temps, il a utilisé le bon mot, comme je souhaiterais insister là-dessus, qu'on utilise désormais ce mot, la monoproduction, mais pas la monoculture de l'or, comme beaucoup de gens se plaisent à le dire, même l'ancien patron, oui, qu'on remette les choses à leur place. La monoproduction de l'or est ce qui a prévalu depuis les années 90. Ceci est venu comment? Si on voit, ce n'est autre chose qu'avec le bas coût de production que nous avons ici au Mali. Il n'y a pas d'effet sans cause, il n'y a pas de fumée sans feu. Depuis les années 90, donc, dans les pays premiers producteurs même, je dirais, de l'Afrique, en Afrique du Sud, ils pouvaient aller chercher de l'or jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc le coût de production était autour de $500 par once. Alors, par contre, au Mali, je vous assure, et à la date où je vous parle, je mets quiconque au défi si le coût de production peut dépasser $1000 l'once. Et l'or se vend aujourd'hui à $1700 hier. Et $2700, je m'excuse. Alors, voilà un peu le paradigme qui a fait venir beaucoup d'investisseurs dans ce pays. C'est pour l'intérêt qu'ils peuvent gagner. Ils peuvent avoir dans le secteur de l'or. Alors, ceci étant dit, il y a beaucoup de codes pour attractifs, c'est là. Et peut-être qu'on va arriver à ce point plus tard, j'en parlerai, c'est le code. Mais l'analyse de Djibril est très correcte, sauf qu'il n'a pas signalé un fait. En 2004, il y a eu le plan décennal. Ça fait donc 20 ans, précisément 21 ans aujourd'hui, où il y a eu une politique de diversification. Pour qu'on s'écarte un peu de la monoproduction de l'or, ça c'est en 2004. Et il y a certaines sociétés qui ont emprunté cette brèche. C'est là où, à cette époque, où on parlait de raviver la recherche de l'uranium à Falia. Ça, c'était dans les plateaux, dans les plaines. Et il y a une autre compagnie, dont la mienne, qui était intéressée à la bauxite, qui se trouvait sur les plateaux. Et d'ailleurs, nous avons fait une mission commune là-bas en 2008, après une campagne de près de 2 millions d'euros de recherche ou d'augmentation du tonnage de bauxite de Falia, qui était à l'époque 400 millions de tonnes. Nous avons remonté ça jusqu'à 568 millions de tonnes après cette campagne. Donc, la politique de diversification a eu un début, un balbutiement, aux alentours de 2005. C'est beaucoup de gens ont se revoir après cette brèche, et puis les phosphates aussi, les TLMC. Voilà. Mais à la réalité est qu'il faut mieux accentuer ce volet de diversification, comme le lithium là maintenant. Il y a d'autres substances qu'il faut mettre en valeur. Le gypse, quand vous parlez de ciment, il n'y a pas de ciment sans gypse. Et nous avons du gypse au Mali. Pourquoi ne pas essayer d'industrialiser ça aussi? Quelqu'un me dirait, c'est artisanal, mais il faut mettre un bâtiment là-bas pour imposer à toutes les cimenteries qui sont là pour pouvoir utiliser les ciments. Et le gypse malien, on peut le faire. Donc voilà un peu pourquoi je suis d'accord avec Djibril dans l'analyse pour aller vers la diversification. Sinon, quant à l'impact des mines sur le plan économique, je laisserai les bons chiffres à dire par M. Modibo Mahamadou. Sinon, en tant que membre du comité de pilotage, nous en savons quelques-uns. Et voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Mahamadou, nous allons lui redonner la parole après. Mais sur le plan économique, je le disais tantôt, l'or, quand même,
pas l'or seulement, mais le secteur minier constitue un secteur vital pour le Mali. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu qu'est-ce que ce secteur représente concrètement pour notre économie et qu'est-ce qui fait en plus de l'or? Est-ce qu'il y aurait d'autres ressources aujourd'hui qui permettent à ce secteur-là de tenir cette place-là aujourd'hui? Merci bien, M. Gadigo. Je vous salue, je vous remercie de m'avoir invité. Je salue les téléspectateurs et ceux qui nous écoutent aussi, de même que mes co-débatteurs, le professeur Diala Konaté et mon jeune frère Djibril Diallo. Vous savez, le secteur minier est névralgique pour notre pays, actuellement. Figurez-vous qu'à l'indépendance, on n'avait pas de mines exploitables au Mali. Et il a fallu le plan de développement économique et social, le PDES, qu'on appelle le plan quinquennal sur la période 1961-1965. On y a consacré 1% des ressources pour faire la recherche minière et géologique. Et c'est suite à cela que la première convention a été signée avec l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1961, et cela a donné naissance à la SONAREM, Société nationale d'exploitation minière. Et donc, la SONAREM a sillonné tout le Mali et a quand même fait beaucoup de découvertes, en tout cas en termes de gisements dont les deux spécialistes parlaient préalablement, y compris l'or. Mais l'or est devenu exploitable surtout à partir de Kalana. Mais Kalana, les chiffres, on les connaît très peu, même si je pense que ça ne devait pas dépasser 5 tonnes. Les spécialistes pourront le confirmer. Mais le grand bond a commencé lorsque nous avons l'État du Mali a élaboré le code minier de 91. C'est là qu'on a fait une grande ouverture vers les multinationales, les compagnies multinationales qui avaient l'expertise, les ressources humaines, les ressources financières pour nous aider à exploiter notre or. Je crois que dans ce cadre-là, tous les trois, nous avons travaillé. Moi-même, j'ai travaillé ici pour BHP Minerals, qui est la plus grande compagnie minière au monde, à Siama et aussi à la direction. Même si, par ailleurs, j'ai été de l'autre côté au niveau de la présidence de la République conseiller pour ce domaine. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que, en prenant la structure de l'économie malienne, que le secteur secondaire qui contient le secteur industriel, y compris les mines, c'est 20% du PIB. Mais l'or seul constitue 10% du PIB. C'est pour vous dire le poids que ce secteur aurifère a dans notre économie. Et je rejoins mes deux collègues en disant qu'il faut diversifier. Et cela va venir avec le lithium. Mais maintenant, nous avons une économie spécialisée, très peu diversifiée, et donc nous sommes assujettis aux chocs exogènes. 98% de ce que nous vendons à l'extérieur sont basés sur 3 produits. L'or, le coton et les animaux vivants. Mais nous ne transformons rien. Nous faisons très peu de valeur ajoutée. Le secteur dans lequel nous transformons le plus, c'est le coton, et c'est 1%. Vous imaginez? Maintenant, pour revenir au secteur aurifère, vous savez, depuis 1991 jusqu'à maintenant, le secteur aurifère a pris une place prépondérante au niveau des recettes fiscales. Je vous ai dit 10% du PIB, et le ministre des Finances a dit qu'il ambitionnait que ça monte à 20% du PIB. Mais en même temps, vous savez, ça, en termes de recettes fiscales, c'est pratiquement 40% des recettes fiscales que nous avons dans notre pays qui proviennent du secteur minier. Et aussi, il faut dire que maintenant, avec ce secteur minier qui crée quand même, nous avons 14 ou 15 mines industrielles, mais qui crée moins de 20 000 emplois. Actuellement, en 2023, les dernières statistiques que nous avons des statistiques macroéconomiques, de la balance des paiements, l'or est aujourd'hui à 90% des recettes d'exportation du Mali. Est-ce que vous imaginez? Alors, avant, on était à entre 60 et 80%. Aujourd'hui, on est à 90% depuis 2023. Et le coton, qui était la culture névralgique avant, et dont dépendent environ 4 à 5 millions de Maliens, est à 5%. Les animaux vivants à 3%. Donc vous avez 98% de nos recettes d'exportation là. Mais donc ce secteur aurifère, il est névralgique. Ça veut dire que n'oublions pas que l'or est une ressource non renouvelable. Quand une mine est fermée, c'est fini. Il faut aller trouver un autre gisement. Les techniciens ici, c'est eux qui vont aller explorer. Et puis en tout cas, si on trouve,
Est-ce que c'est exploitable? Est-ce que c'est économiquement exploitable? Et ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de temps. D'où quelque part l'importance de cette diversification. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de diversification, on parle aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus de l'or, on a aussi de ressources en quantité aujourd'hui dans notre sous-sol? Et quelles sont ces ressources-là en tant que géologue? D'accord, donc je vais revenir sur la définition d'abord sur les ressources minérales. C'est l'ensemble des ressources liquides, gazeuses et solides. Et maintenant, quand on parle de ressources minières, c'est tout ce qui est solide, généralement. Bien qu'il y a des exceptions, telles que le mercure qui est liquide à l'état solide, à l'état naturel. Voilà, donc maintenant, si vous prenez, on s'est plus basé sur les ressources minières. Minérales, le pétrole, le gaz, je pense que Mao en sait un peu. Avec la crise sécuritaire, ces projets sont presque à l'agonie. Presque tout est à l'arrêt par rapport à ça. Bon, maintenant, si vous prenez l'uranium dans la région de Kidal avec Oklo Ressources Uranium, qui a fait beaucoup de prospection, qui a démontré qu'il y a des réserves, vraiment des milliards, sinon des millions de réserves de tonnes de minerais d'uranium qui sont là-bas. Mais maintenant, il faut des études, il faut des travaux d'exploration pour pouvoir quantifier ces ressources-là. C'est en ce moment qu'on va parler de réserves. Tant que vous n'avez pas fait des recherches géologiques, faire des sondages pour pouvoir évaluer ces ressources-là, ça reste des ressources et non des réserves. Donc maintenant, il y a la bauxite, que le doyen a beaucoup travaillé sur ce projet. Et malheureusement, par manque d'accompagnement, tous ces projets sont presque à l'agonie, sinon à l'arrêt. Donc maintenant, vous prenez le lithium. Le lithium, ce n'est pas maintenant qu'on a commencé les recherches. Les recherches ont commencé il y a presque 10 ans. Parce que quand les gens voient les mines, ils pensent que c'est une étude d'une année ou 2 ans. Nous, les géologues, on sait que combien de temps nous mettons. Même pour un programme de cartographie, souvent, ça peut prendre 2 ans. Mais maintenant, ces recherches-là durent souvent 10 ans et souvent 20 ans. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'argent et c'est avec de gros risques. Donc, ce qui fait que les autres ressources n'ont pas bénéficié. L'or, l'avantage de l'or, c'est que la vente est très rapide. C'est-à-dire, si vous avez un gisement d'or, en un laps de temps, vous récupérez le coût d'investissement. Bon, maintenant, peut-être c'est ce qui a favorisé aussi l'exploitation de l'or par rapport aux autres substances minérales. Bon, maintenant, à l'état où on est actuellement, la diversification des ressources, de l'exploitation des ressources minières reste impératif. Il faut aller vers cette solution. Le lithium qui vient de rentrer en production va permettre à l'État malien, si les chiffres sont bien, s'il y a pas, parce que les cours mondiaux aussi peuvent varier d'un moment à un autre, en tout cas la tendance où nous partons, nous risquons de nous trouver premier producteur de lithium en Afrique et sinon troisième dans le monde, ce qui est déjà qui va mettre le pays dans une position stratégique, parce qu'on appelle ça des minéraux critiques stratégiques pour un État. Avec la transition énergétique, vous avez vu que les véhicules électriques commencent à apparaître, même chez nous. Les motos électriques, n'en parlons pas. Donc il faut s'attendre que dans 10 ans, dans 20 ans, vous n'allez plus voir les véhicules à moteur thermique. C'est les véhicules électriques que nous allons acheter, des motos électriques, des vélos électriques, sans compter les panneaux, l'énergie solaire qui va fonctionner avec ces batteries. Pour vous dire que c'est des éléments, c'est des substances stratégiques. Si vous prenez par exemple le calcaire, on a des millions de tonnes de calcaire dans la zone de Sandaré, de Caille, mais qui pourra exploiter? Si l'État avait une politique minière à encourager des investisseurs, même locaux, qui peuvent aller dans ce sens-là, à mettre en place des usines de production du ciment, je pense que toutes les importations que nous faisons, venant de la Côte d'Ivoire, venant du Sénégal, nous allons freiner ça et même exporter notre production. Donc c'est ce qui fait que la nécessité d'aller vers une diversification de l'exploitation de nos ressources minérales vraiment reste un défi où l'État doit vraiment essayer d'aller dans ce sens. Parce que le lithium, l'or, tout le temps, des fois, le cours peut vraiment baisser. Et souvent, ça peut même amener certaines mines à fermer. Mais si on a d'autres ressources, ça permet de combler ces trous et même vraiment de créer d'autres richesses qui ne sont pas seulement liées qu'à l'or. Mais maintenant, il faut aller aussi vers le pétrole, le gaz. On a eu des indices quand même qu'il y a bel et bien le pétrole au nord du Mali. Il y a du gaz, mais c'est le problème d'insécurité qui est en train de freiner ça. Si vous prenez le phosphate d'éthylène-C, c'est du phosphate aussi à ciel ouvert. On n'a même pas besoin de beaucoup de traitements. Mais il suffit seulement
d'aller faire l'enséchage, l'emballage, et puis c'est tout. Tellement que c'est une phosphate de la très bonne qualité, mais malheureusement, le problème d'insécurité vraiment nous empêche un peu d'aller vers ce sens. Mais maintenant, je vais clôturer par le fait aussi d'attirer des investisseurs, parce que l'État n'a pas les moyens de prendre des risques, d'investir dans la recherche. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, la recherche, c'est la phase la plus risquée pour une mine ou pour la découverte d'un gisement. Voilà, donc il faudrait trouver des voies et moyens, même inciter des investisseurs locaux, maliens, qui ont les moyens, pour les pousser d'aller vers d'autres ressources minérales dans l'exploitation du ciment, de l'uranium. Justement, vous avez parlé d'investisseurs locaux. Moi, je voudrais poser cette question à Konaté. On a dit que le secteur est dominé par des sociétés, des opérateurs étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs miniers maliens qui sont des Maliens? Il y a dans des sociétés où on ne trouve pas qui ne sont pas dirigées par des expatriés? Bon, je vous dirais très peu. Les nombres... Pourquoi? Est-ce que ça ne les intéresse pas, nos investisseurs? Bonne question. C'est par rapport à ça d'ailleurs que je souhaiterais intervenir. Si Djibril a parlé des phosphates de Tilemsi, ça fait partie des 3 meilleurs phosphates au monde. À Gafsa en Tunisie et puis en Amérique, en Caroline du Nord. Mais ce phosphate, vous savez qu'on l'utilise dans la fabrication des batteries. Bien sûr. C'est le lithium vient en composition avec le fer et le phosphore. Donc, c'est pour vous dire que quand on veut aller vers la diversification, le Mali ne fera que gagner en termes d'industrialisation. Pour parler de ça, maintenant, pourquoi les investisseurs nationaux, ils sont un peu frileux, je dirais? C'est la méconnaissance tout court de ce que c'est qu'un projet minier. Et là-dessus, nous sommes en train de cogiter, et peut-être ça va couver bientôt. Il y a 3 risques essentiels qu'il faut voir dans un projet minier. Et comme Djibril l'a dit, et aussi Mao, pendant son contrôle, c'est l'économiste, en cas de doute, les banquiers ou les investisseurs ne mettent pas leur argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour enlever ces doutes? Il faut maîtriser ces 3 risques-là. D'abord, le risque administratif, parce que sans les papiers, ou que tu sois en Chine ou au Mali, partout, il y a un cadre réglementaire qui est là, auquel il faut s'assujettir quand tu veux venir chercher des ressources minières dans un pays. Et ce cadre législatif donc, va contrôler, administratif est contrôlé par le cadre législatif et comment dirais-je, juridique. Et le juridique aussi est contrôlé par le cadre politique. Donc, si tu mets ces 3 risques ensemble, là, il faut prendre ça d'abord en compte avant de venir investir dans un pays. Et tout le monde le sait. Les suspensions chez nous viennent carrément dans ce cadre de risque depuis 2 ans, avec les suspensions. Donc, mais en plus de ça, il y a les risques technologiques qui commencent par quoi? Parce qu'un projet minier, c'est depuis l'exploration, l'exploitation, le traitement, quelle substance je veux faire mes études dessus, je veux ouvrir ma mine dessus. C'est ça la base d'une étude de faisabilité. Aucune mine ne se crée comme ça au hasard. Et donc, on fait d'abord une étude de faisabilité, comprendre, voilà ce que nous avons, la quantité, la qualité, est-ce que c'est là? Et en fonction du marché, est-ce que je peux commencer à mettre ça en exploitation? Est-ce que si je commence à mettre en exploitation, quel serait mon bénéfice là-dedans? Et souvent, les gens parlent de 30% machin, même si un État a 60% d'actions dans une compagnie, si le bénéfice n'est pas là, ou n'a pas de profit, 100% de 0 francs, c'est 0 francs. Donc, il ne faut pas se leurrer, il faut faire comprendre à nos investisseurs qu'il y a des risques à maîtriser. Donc, ces risques technologiques, de la géologie, on a tellement de jeunes qui sont formés, à la mine, au traitement, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on maîtrise ces risques-là, en ce moment, il y a les risques financiers qui sont là. Et ces 2 risques étant contrôlés, les financiers vont mettre l'argent. Un exemple, il y a juste la semaine dernière, tout près, il y a ExxonMobil qui a proposé, ça a été déclaré par le président du Nigeria, 10 milliards de dollars pour la recherche du gaz et du pétrole offshore. Ça veut dire quoi? À peu près 6 000 milliards si je prends $1 à 600 seulement, ça fait 6 000 milliards de francs CFA. Ça fait combien de budget malien? Même si on l'a rendu à 3 000. Oui. Bon, voilà un peu pourquoi il faut expliquer clairement aux gens pourquoi il faut venir dans le secteur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut mettre les gens, les connaisseurs. Là. Ce qui m'amène à poser cette question à Moudi Makalou, qui a été, dans un passé récent,
conseiller à la présidence. Il y a longtemps, il y a 7 ans. Ok, dans un passé lointain, conseiller à la présidence. Est-ce que vous, quand vous étiez aux affaires, est-ce que vous avez remarqué que l'État vraiment essaye de faire des efforts pour pousser ses investisseurs nationaux, les rassurer à investir leur argent dans ce secteur-là? Est-ce que l'État fait des efforts dans ce sens? Non, mais ça a été bien expliqué par mes deux prédécesseurs, deux co-débatteurs, le risque associé aux investissements. Quand vous demandez à quelqu'un d'investir, c'est dans le moyen et dans le long terme. Minimum 3 ans. Et ça peut aller jusqu'à 50 ans, disons. Maintenant, ce qui a été dit, il faut l'expliquer parce que nous sommes dans un contexte pays et un contexte sous-régional. Parce que vous savez, les investisseurs, quand ils veulent investir dans un pays, mes deux co-débatteurs l'ont dit, même s'il y a la ressource, est-ce qu'elle est exploitable? Il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, les coûts des facteurs de production et puis les politiques publiques. Donc, nous, les économistes, nous disons qu'il faut renforcer la productivité et la compétitivité de l'économie. Cela veut dire quoi? Le capital physique. Vous voulez venir investir dans une mine d'or. Est-ce qu'il y a un cadastre minier? Est-ce que votre terrain est sécurisé? Votre titre minier est sécurisé? 2, le professeur Diala Konaté l'a dit, le capital financier. Mais dans un pays où les taux d'intérêt sont très élevés et les durées des prêts très courts, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'on puisse investir. En tout cas, pas les locaux, parce que ceux qui viennent, pourquoi les multinationales investissent? Parce qu'elles viennent avec le capital et elles l'obtiennent à moindre coût et sur des durées plus longues. Les ressources humaines, les compétences. Bien vrai que ces 30 dernières années, moi quand je travaillais dans les mines, il y a 30 ans, écoutez, il y avait quand même très peu de Maliens à des très hauts niveaux. Mais aujourd'hui, nous avons des directeurs de mines maliens au Mali et à l'extérieur, dans toute l'Afrique et ailleurs. Et jusqu'à dans les institutions internationales, à la Banque mondiale, expatriés ailleurs. Donc nous avons toutes les compétences actuellement. Et finalement, nous avons aussi ce dont il a parlé, c'est au niveau du capital immatériel, c'est la technologie, la recherche. Tout cela, il faut une politique minière pour inspirer tout cela. Et à partir de cette politique minière, vous avez une stratégie dans le domaine. Mais cela, il faut quand même... Moi, je souhaiterais même qu'on ait des états généraux pour l'industrie minière. Parce que les spécialistes que j'ai en face de moi, il y en a beaucoup au Mali et à l'extérieur du Mali qui peuvent contribuer à accompagner l'État dans la réflexion qui va mener à l'action. Parce que, vous savez, les ressources, je le répète encore, les ressources minérales, comme l'a dit Djibi, ne sont pas renouvelables. Donc, c'est une durée de vie courte. Et si nous devons faire comme la Norvège, mettre en place un fonds souverain dans lequel on va mettre une partie des ressources minières qui vont quand même permettre de développer l'agriculture, l'agro-industrie, les technologies, parce que le lithium, tout cela, mais c'est des métiers d'aujourd'hui et de demain. La révolution, 4e révolution industrielle que nous traversons aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Elle ne peut pas se faire sans le lithium pour les batteries rechargeables, que ce soit les véhicules, que ce soit l'énergie, que ce soit l'électronique. Mais aussi, on oublie de le dire, le lithium est utilisé aussi pour d'autres, dans la pharmacie, pour les médicaments, mais aussi pour la céramique. Donc, il y a tellement d'options. Mais maintenant, cette jeunesse que nous avons ici, l'État ne crée plus d'emplois, le secteur minier non plus. Nous avons moins de 20 000 emplois dans le secteur minier. 90% des recettes d'exploitation, 10% du PIB. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'adéquation formation-emploi. Comment on va faire en sorte que les contributions de spécialistes que nous avons dans ce pays peuvent contribuer à mettre en place des ouvriers spécialisés, des ingénieurs pour travailler. Parce que vous voyez la Chine aujourd'hui, c'est le transfert des compétences, le contenu local. Il faut un transfert de technologie, mais aussi des compétences. Donc, tout cela, c'est pour cela que nous n'avons pas assez d'acteurs locaux dans le secteur des mines, parce qu'on l'a dit, il y a même le secteur traditionnel, l'orpaillage traditionnel, il y a les petites mines, les moyennes mines et les grandes mines, mais tout cela demande des ressources humaines, des ressources financières et beaucoup d'autres choses, et surtout la stabilité institutionnelle, parce que, et évidemment, quand vous travaillez dans un cadre des affaires, l'environnement des affaires, c'est très important que vous sachiez que, évidemment, il y a de la stabilité institutionnelle.
Parce que, je l'ai dit, les coûts des facteurs de production, j'ai parlé du capital humain, du capital financier, du capital immatériel et du capital physique, mais la lisibilité et la visibilité des politiques publiques est capitale. Parce que l'investisseur, il regarde les pays, si à 2 pays à ressources égales, l'investisseur va aller là où il y a la stabilité institutionnelle, c'est-à-dire la lisibilité et la visibilité des politiques publiques. La visibilité. Alors, M. Diallo, on a vu que, je le disais à l'introduction, que le code minier a été renouvelé, l'État a adopté un nouveau code minier en 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé ce renouvellement, l'adoption de ce nouveau code minier? Est-ce que c'est parce que l'ancien n'était plus avantageux pour nous, ou bien il y avait des insuffisances qu'on avait constatées ça et là? Qu'est-ce qui explique ce nouveau code? D'accord, merci pour la question. Moi-même, je fais partie des acteurs qui ont demandé d'abroger l'ancien code minier. Parce que quand on a lu, il y avait tellement d'incohérences dedans. Et d'après nos enquêtes, on aurait même appris que ça a été fait à l'étranger, ce qui est très grave. Nous, on s'est levé, on a fait des émissions, le doyen est là, on a fait pas mal d'émissions pour attirer l'attention des dirigeants, des décideurs par rapport à ce sujet-là. Mais il s'agit du code qui a été adopté en 2019. 2019. Okay. C'était un code même qui a été fait par... Mais vous n'avez pas pu vérifier si c'est vrai que ça a été élaboré? On a eu des informations qui sont quand même rassurantes, qui nous a rassuré que ça a été fait à l'étranger, mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails parce qu'on va vous demander des preuves. Voilà. La qualité, quand on a lu, il y avait tellement d'incohérences dedans. Donc, nous, moi, je suis président d'une association APVRM Mali de Wuholo Nafa. Nous, on a fait des émissions, des débats pour attirer l'attention des décideurs, comme quoi que ce code ne fait pas l'affaire des Maliens ni du Mali. C'est un code taillé pour les multinationales. Il y avait un passage où il faut au minimum investir 500 millions sur les 3 ans. Quel Malien a les moyens d'investir 500 millions? Ça, c'est pour exclure tous les locaux d'une façon indirecte. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est juste un petit paramètre. Maintenant, après 500 millions pour pouvoir détenir un site? Non. Que vous devrez investir sur votre permis, obligatoirement pendant 3 ans. Si vous ne le faites pas, si vous dépensez 200 millions, les 300 millions restants, vous devrez restituer ça dans la caisse de l'État. Donc c'est pour cela, à un moment, le bureau du vérificateur avait dit qu'il y a un manque à gagner au niveau de la DNGM de 3 milliards ou 2 milliards. Mais en réalité, c'était dû à ça. C'était un manque à gagner que le bureau du vérificateur avait calculé. Alors que tous les détenteurs du permis minier au Mali, peut-être ce n'est que 1% ou 2% qui peuvent se permettre ces moyens-là. 98% n'ont pas ces moyens. D'accord. Donc ça, c'était déjà un point très important qu'on devrait enlever. Deuxième chose, c'est qu'on avait vu que dans les anciens codes, ce n'est pas seulement celui de 2019, dans les anciens codes depuis 1970, le code de 91, 99, 2012, ont toujours stipulé que c'est-à-dire le code, le permis de recherche est adossé à la convention. C'est-à-dire au moment où on vous donne le permis de recherche, au même moment on vous donne la convention qui va maintenant expliquer les conditions d'exploitation qui vous lient à l'État. C'est comme vous faites les fiançailles et le mariage le même jour. Nous, on a dit que ce n'est pas logique. Donc maintenant, laissez la personne faire ses recherches quand il finit. Mais maintenant, si on va aller à l'exploitation, maintenant on fait un nouveau contrat sur la base des réalités qui sont là. Mais malheureusement, ces deux étaient cumulés. C'était adossé à la Convention. Et dans la Convention, il était dit que l'État octroie 30 ans pour la société. Comment vous pouvez voir un permis que vous donnez 30 ans et l'État n'a aucun moyen de réviser, de casser le contrat tant que ces 30 ans ne sont pas épuisés. Et le doyen l'a dit tout de suite, une mine, avant que ça puisse se mettre en place, il y a une étude de faisabilité qui est là, qui va même déterminer la durée de vie de la mine. Mais dans l'étude de faisabilité, vous allez voir que dans certaines mines, leur étude de faisabilité, ça apparaît que c'est une mine qui va durer 12 ans. Et vous leur donnez un contrat de 30 ans. Le cas de Morila, tout le cas de Morila et même Yatela. Mais maintenant, quand ils finissent, le temps restant, l'État ne peut pas récupérer la mine. Donc l'endroit reste vide comme ça. Et ces gens-là cherchent d'autres partenaires. Donc ce n'est pas bon pour l'État. Donc on a demandé que dans le nouveau code minier, que cela soit vraiment scindé, qu'il y ait le permis de recherche
permis d'exploitation à part. Et le permis d'exploitation, la durée, on l'a descendu à 10 ans. Vous venez, vous faites 10 ans, après les 10 ans, l'État renouvelle. Donc ça met l'État en position de force dans la négociation. Mais avant, ça n'arrangeait pas les multinationales. Pourquoi? Parce que les codes miniers d'avant, comme l'a dit le ministre, c'était des codes pour attirer les investisseurs. Parce qu'à l'époque, le Mali et même l'État malien n'avaient pas les moyens financiers de pouvoir vraiment exploiter. Le moyen humain aussi. C'était peu, l'ENI formait au minimum 5 ingénieurs par an. Mais est-ce qu'on a ces moyens maintenant? Aujourd'hui, on a tous les moyens. On n'a pas besoin d'attirer les investisseurs. Non. On a les ressources humaines bien formées. Vous prenez au niveau de la géologie, moi je connais le nombre de spécialistes que le professeur a formés, c'est des centaines de personnes, sans compter ceux qui ont fait des études à l'étranger, tels que moi. Donc il y a des milliers d'ingénieurs de nos jours au Mali capables de piloter un projet minier avec vraiment l'expertise comme les Occidentaux. De A à Z. De A à Z. Même, il faut mettre les moyens aussi, parce que les autres, ils connaissent le contexte local. Mais maintenant, il faut mettre les moyens. Parce que chaque mission, c'est les hommes, les ressources humaines et les moyens. Les moyens financiers. Si les moyens ne sont pas là, c'est comme un cultivateur sans tabac. Et ça, l'État ne l'a pas. Aujourd'hui, Dieu merci, sur ce domaine, le Mali je peux dire, vraiment des ressources humaines bien formées dans ce domaine. Oui, mais sur le plan financier. Sur le côté financier, c'est ça qui va poser des problèmes. Par exemple, tout récemment, l'État a créé SOREM. Mais pour faire l'exploration, ça demande des milliards. Mais si vous créez une grande société, que vous lui donnez 100 millions, mais 100 millions, ça ne peut même pas faire une campagne. Alors, si ce nouveau code minier, si les investisseurs étrangers voient que c'est beaucoup plus avantageux pour le pays que pour eux, et que, voilà, est-ce que ça va les attirer? Et si ça ne les attire pas, puisque l'État n'a pas les moyens d'injecter de l'argent dans la recherche ni dans l'exploitation, comment ça va se passer maintenant? D'accord, donc je vais finir avec très rapidement. J'ai cité le contrat de 30 ans, c'est fini, c'est 10 ans. Bon, maintenant, il y avait un autre truc, ça c'était le fonds de développement local. Avant, ça n'existait pas. C'est pour cela, là où il y a les mines, la population se plaint que l'or ne brille pas. Mais il y a, avec le nouveau code minier, il y a le fonds de développement local, ce qui est 0,75% du chiffre d'affaires de la société qui doit être rendu. C'est différent de la patente, qui doit être injecté maintenant dans l'économie locale pour que ces populations puissent avoir des routes, des forages, des écoles. À côté de ça, on a créé une loi à part qu'on appelle le contenu local, que Modou Bomo a eu à toucher un peu du bout du doigt. Le contenu local, c'est une innovation. C'est la première fois que cette loi arrive au Mali. Avant, le contenu local était inclus dans le code minier, mais maintenant, on a... Le contenu local, rapidement, c'est quoi? C'est au fait, avant, les multinationales, quand elles s'installent, elles amènent tout ce qu'elles ont besoin de l'étranger. Les travailleurs, les manœuvres qualifiées étaient importés du Zimbabwe, des Philippines et consorts. les sous-traitants, c'était eux-mêmes. Donc ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas. Avec le contenu local, c'est que c'est les sociétés locales maliennes qui sont privilégiées. Par exemple, avec le secrétariat du contenu local qui n'a pas vu le jour d'abord, nous appelons l'État à mettre en place ça très rapidement, qui va recenser toutes les sociétés maliennes et locales. Maintenant, quand la mine a besoin, par exemple, d'un sous-traitant pour extraire, transporter le minerai, la multinationale est obligée de s'adresser maintenant au secrétariat général du contenu local qui va maintenant lui proposer des sociétés qui sont enregistrées et qui font ce travail-là. Donc, ce qui fait que tous les travaux au niveau de la mine vont se faire par des sociétés maliennes. D'accord. Alors, Diala Konaté, on voit que c'est un nouveau code qui est vraiment avantageux pour le Mali. Mais est-ce que dans ce code, on pense aussi aux investisseurs étrangers, s'ils ne sont pas rassurés que ce code-là, vraiment, ils ont un intérêt dans ça, est-ce que ça va les attirer? Bon, moi, je pense que, parlant du code, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Et on se battait depuis 1991 jusqu'à maintenant pour ça. Il y a eu de bonnes choses, comme il n'a pas touché, je vais parler de ça, l'exonération. En 1991, il y avait une exonération de 5 ans qu'on donnait aux sociétés pour les attirer. Donc, on parlait de code attractif. Ça a vécu jusqu'en 1999, où il y a eu un nouveau code qui a fait passer de 5 ans à 3 ans, l'exonération. Et ça a continué jusqu'à
jusqu'à 2023. Où maintenant, on n'a plus d'exonération parce que ça ne s'explique pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, un projet minier, c'est de l'exploration à l'exploitation. Je veux bien comprendre qu'on donne des exos au début, au moment de l'exploration. Mais quand on commence à générer de l'argent, faire du cash flow positif, je passe le contrôlement encore, et il faut vraiment aider, il faut donner à l'État sa part. Bien sûr. Vous voyez? Et maintenant, quand je voyais ça, et les gens en profitaient, et je répète encore, le cas de Morla, et il a dit, c'était 12 ans, et il était prévu que chaque année, dans l'étude de faisabilité, où on disait 4,2 grammes par tonne, 1 tonne par mois, ben, quand ils ont commencé, premier mois, ils ont fait 1 tonne et quelques. Deuxième mois, ils sont allés à 3 tonnes. Pape, on s'est trouvé à 4 tonnes et on jetait dans les bassins à bout 6 grammes la tonne. Pourquoi? Parce que l'étude de production n'était pas conçue pour récupérer cette quantité, comme l'a dit Djibril. J'ai un promotionnaire qui était là-bas, ils avaient du 80 grammes la tonne. 45 grammes la tonne, au lieu de 4 grammes la tonne, alors qu'on faisait passer. Donc, pour vous dire tout court, que parlant de la capacité des Maliens, il ne faut pas se leurrer, la jeunesse malienne est bel et bien formée maintenant, et je vois tellement d'engouement pour les mines, des jeunes filles, des jeunes garçons qui veulent venir dans le secteur minier, que c'est incroyable. Donc, on peut avoir de A à Z, comme je disais, exemple. Moi, je dis, si j'essaie de me mettre dans la peau de la définition d'un leader, comme on dit généralement, disait quelqu'un, un penseur, un leader, c'est quelqu'un qui sait, parce que sans fausse modestie, qui fait et qui apprend à faire. Et nous avons formé beaucoup de jeunes dans ce cadre-là. Et moi, de la roche jusqu'à l'argent frais, c'est quelque chose que j'aime, quand les étudiants vont apprendre ça, ils vont sourire encore. Nous pouvons en parler. Moi, j'ai travaillé dans la mine, juste dans la chambre de l'or. Alors, pour vous dire tout court, pour terminer avec ça... Nous n'avons plus assez de temps. Je voudrais qu'on parle de cette affaire quand même qui défraie la chronique. Oui, avant ça, si vous me permettez, très rapidement, le contenu local, donc, Djibril parlait de 2 instances qui sont encore à l'attente. Il ne faut pas que l'État reste là pour faire comme pour le code. On a voté le code en 2023, on a attendu presque 1 an, en juillet 2024, pour promulguer. Oui. Si on fait comme ça encore, alors où est-ce qu'on va avoir l'impact de cette loi sur le contenu local? Il faut qu'il soit proactif, qu'on avance très rapidement. J'invite les autorités à faire quelque chose dans ce sens. Oui, et Modibo Mahamadou, je le disais tantôt, une affaire défraie la chronique depuis quelques jours, une tension, un différend entre l'État et une société minière, Barrick Gold. Aujourd'hui, Barrick Gold qui a décidé de suspendre ses opérations au Mali suite à la saisie de ses stocks d'or par l'État. Est-ce qu'un tel différend est de nature à rassurer les potentiels investisseurs qui voudraient venir injecter leur argent dans le sous-sol malien? Et qu'est-ce que l'État peut faire maintenant pour éviter que ce différend n'aille loin et que ça ne dissuade, ça ne décourage d'autres investisseurs? Très rapidement sur le code minier, le nouveau code minier, oui. Ensuite je vais attaquer Barrick Gold. On a expliqué que la différence fondamentale entre le nouveau code et les anciens codes, c'est le partage des bénéfices. 80% pour la compagnie minière et 20% pour l'État. Ça c'était précédemment, maintenant nous sommes à 65-35. 35% pour l'État et 65% pour la partie extérieure. Maintenant l'État vit de 4 choses. Impôts, taxes, redevances et dividendes. C'est cela qu'il faut maximiser pour que l'État ait une plus grande pro. Le contenu local, c'est de créer davantage de valeur ajoutée au niveau national. Maintenant, mes prédécesseurs ont expliqué par rapport au contenu local. Maintenant, le différent qui existe entre Barrick Gold, qui est quand même deuxième producteur mondial d'or, et l'État malien, parce que vous savez que Loulo-Goungoto, c'est la plus grande mine d'or au Mali et la deuxième plus grande d'Afrique, et elle fait partie des 10 plus grandes mines d'or dans le monde. C'est la poule aux œufs d'or. Il ne faut pas la tuer. J'invite l'État et Barrick Gold à revenir à la table de négociation pour qu'on puisse quand même ne pas laisser fermer cette mine d'or, parce que si on la ferme, pour la rouvrir, ça va poser des problèmes. Il y a 8000 emplois à la clé et nous avons 90% de nos recettes d'exploitation à la clé. Et vous savez que Barrick Gold, c'est 30% des revenus miniers du Mali.
Merci. Alors, Diallo, l'affaire a été transportée devant un tribunal d'arbitrage par Barigol. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette instance rende une décision qui va permettre, en tout cas, que personne ne perde la face entre l'État et Barigol? D'accord. Avant de répondre à ça, 2 secondes, pour le nouveau code minier, il y a eu un grand changement. Dans tous les anciens codes miniers, la part de l'État était limitée à 20% à cause de la Banque mondiale. Mais grâce à ce nouveau code minier de 2023, l'État est passé maintenant à 30% et même à 35%. Les 5%, c'est pour les locaux maliens qui sont intéressés à investir dans ces mines-là. Donc ça, c'est vraiment un grand changement. Donc je reviens à votre question. Cette histoire de Barrick et l'État, moi je pense, je prends l'exemple, c'est comme le pilote et le copilote qui se battent dans l'avion. Et nous, les passagers, qu'est-ce qu'on doit faire, professeur? On n'a pas le choix, on est obligé d'intervenir. Parce que là, si ça crache, nous allons tous en pâtir. Donc ça n'arrange ni l'État, ni Barrick que cette situation se dégénère. Ça n'arrange aucun des deux parties. Donc c'est pour cela que je me joins à mon grand frère Mao d'appeler l'État et Barrick à revenir sur la table des négociations afin de trouver une solution qui puisse arranger les deux. Maintenant, je pense que ça peut donner aussi une idée comme quoi que il faut, pour éviter ce genre d'histoire, il faut la transparence. Il faut toute la transparence, afin qu'on puisse éviter des histoires comme ça. Mais le mieux quand même est que cette histoire de tribunal, qu'on évite cela. Comme on le dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Voilà, donc moi j'appelle l'État à aller dans ce sens-là, vu que la licence même de Barrick expire en 2026. Donc l'État a tous les moyens pour récupérer ses dûs. D'accord. Cela est bien compris et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue. Malheureusement, le temps est parti. Gagnant-gagnant, les gagnants-gagnants, il faut que les gagnants-gagnants. Je termine par ça. Merci à nos invités, Djibril Diallo, géologue de formation et spécialiste des questions minières, ainsi que professeur Diala Konaté. Modibo Mahamadou, économiste, nous parlons aujourd'hui du secteur minier. Ce débat a été réalisé et présenté par Sikou Gadjigo à la mise en onde de Fili Dambélé. À la régie vidéo, il y avait Nouhoum Djiré. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre débat.